Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez kiffé un petit peu cette Asynconf. Plein de choses intéressantes, en tout cas, j'ai trouvé. On a parlé beaucoup de techniques. Et la technique, c'est une chose, mais ce qui compte derrière, c'est pouvoir d'en vivre, en fait, de pouvoir en trouver un travail. Et pour cela, moi, je vais vous parler un petit peu des petites astuces que j'ai recueillies et que je propose en coaching, en fait, au sein d'Iters, au quotidien, pour justement aider un petit peu, et surtout les développeurs un petit peu plus juniors, à aller vers l'emploi et à postuler, je dirais, de la meilleure des manières. J'ai nommé ça ABC Dev, tout simplement, le parcours vers l'emploi de A à Dev Junior. Dans un premier temps, je vais me présenter quand même pour ceux qui me connaissent pas, histoire de qu'on fasse un petit peu connaissance. Et puis après, on va aller dans le vif du sujet en parcourant un petit peu différentes étapes, et notamment déjà quand débute le parcours vers l'emploi, parce que c'est bien gentil, mais quand est-ce qu'on commence en fait à se préparer. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu à l'évolution du marché de l'emploi. L'idée, c'est quand même d'avoir un peu une vision de ce qui se passe sur le marché d'un point de vue global, dans un premier temps, avant d'aller commencer à s'aventurer. On va ensuite parler de quelles sont les attentes du marché local, puisque ça a une énorme importance, et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Fin de formation, c'est quoi la suite? On ira un peu dans le vif du sujet où j'essaierai un petit peu de vous montrer 2-3 petits trucs sympas, et puis on conclura enfin. Ça va être assez intéressant puisque je regardais tout à l'heure avec je dirais intérêt les différents passages, et j'ai bien aimé un petit peu le passage aussi de Jonathan. Jonathan, si tu me salues, si tu me vois, je te salue, pardon. J'ai bien aimé un petit peu les différents débats qui en ressortent, et on en discutera un petit peu dans différents secteurs de la présentation. Mais avant toute chose, une présentation s'impose. Alors, qui je suis? Moi, je m'appelle Jerry, je suis dans le web depuis 2009. J'ai commencé comme autodidacte puis diplômé. J'ai commencé en étant web designer intégrateur, ensuite je suis passé chef de projet, et ensuite, quelques années plus tard, je suis revenu au dev pur. Aujourd'hui, je dev beaucoup moins puisque je suis recruteur IT au sein d'une des écoles les plus connues qui s'appelle la Wildcode School, dont certains d'entre vous doivent sûrement connaître. Entre guillemets, je suis le fondateur de la communauté Iters. Iters, c'est quoi? C'est une communauté d'entraide entre acteurs de l'IT, et surtout pour aider un petit peu les juniors, justement, que ça soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue, je dirais, soft skill, à essayer d'aller vers l'emploi. J'ai écrit un livre qui s'appelle ABC Dev, que j'ai offert à la plus grande partie de la communauté, et j'écris aussi à côté des romans fantastiques, et dont le prochain devrait sortir d'ici la fin de l'année, je l'espère, The Dream Watchers. À côté de ça, comme je le disais, je coach en accompagnement vers l'emploi au sein d'Iters, et je dois plutôt, entre guillemets, dire que j'ai plutôt une grande fierté d'avoir pu aider pas mal de gens à ce sujet. Mais qu'à Ken, on va pas parler que de moi, on n'est pas là pour ça. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail Iters. Iters, c'est quoi? Donc, c'est, comme je disais, une communauté d'entraide, c'est gratuit, on est bénévole, donc j'ai rien à vous vendre, entre guillemets. Nous nous efforçons, comme je le disais un petit peu, depuis plus d'un an maintenant, à essayer d'aider la communauté des devs, et principalement les devs juniors, puisque c'est ceux qui rencontrent le plus de difficultés à s'insérer dans le marché de l'emploi. Et on les aide à trouver, comme je le disais, stage en alternance ou premier job. Je tiens à préciser une chose, quand je dis on les aide, c'est pas nous qui candidatons à leur place. Attention, que les choses soient très claires, parce que souvent les gens viennent sur le Discord en nous disant « Bonjour, je cherche ça, au revoir ». C'est pas comme ça qu'on voit les choses, c'est-à-dire que, si vous voulez, nous on est là pour donner des clés, essayer d'aider les gens dans leur façon de candidater, dans la façon de pouvoir aborder un entretien d'embauche, ou peut-être pour les aider d'un point de vue technique à progresser, mais par contre on n'est pas là pour postuler à votre place, et on va pas vous dire « Tiens, j'ai ça sous le coude pour toi ». On partage énormément d'annonces malgré tout sur notre Discord. J'ai la chance, je dirais, d'avoir un Discord avec maintenant pas mal de recruteurs IT qui sont dessus, qui viennent directement vous proposer leurs offres en direct. Vous pouvez même en débattre avec eux, et on a même animé sur différents lives, puisque nous avons une chaîne YouTube et Twitch qui a été créée en même temps qu'Iters, donc en décembre 2020, où on essaye justement d'avoir un petit peu un public un peu éclectique, de gens très connus comme Graphicard, Graven qui a eu l'occasion de venir, Damien de Will of Dev que vous avez vu tout à l'heure, etc. Et on parle un petit peu débat, je dirais un peu société au niveau de la tech, mais surtout on essaye aussi de vous apporter des informations, et les informations ça peut être
tout simplement de comment aller vers l'alternance, jusqu'à derrière. Ouh là, là, on se fait raider sur. Merci Graven pour le Discord. On peut aller aussi vers l'emploi. Et l'emploi, c'est quoi? On a eu un live par exemple où j'ai deux copines recruteuses, Alexia et Morgane, qui se reconnaîtront, qui sont venues proposer une douzaine d'offres d'emploi et même des offres pour des juniors. Et c'était assez sympa et très inédit comme concept parce qu'on a pu justement avoir cet échange en direct à travers le live et le chat où les gens ont pu poser leurs questions avant même de candidater pour voir un petit peu, les rassurer, etc. Donc voilà, ça c'est des choses que l'on va refaire. On était revenu avec une nouvelle émission en début d'année qui a un petit peu de mal à prendre, mais on va revenir à la bonne ancienne formule où on va faire des débats sur des thèmes parfois un petit peu piquants, mais qui ont le mérite de percer un peu l'abcès parfois et de donner de l'information. Plus de 2000 abonnés, tout réseau confondu, LinkedIn, Discord, Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, ça c'est en fonction des gens et de leur appétence pour le réseau social en question. 33, c'est à peu près le nombre de vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube, puisqu'on en faisait à peu près une fois par semaine, et en ce moment on en a une par mois en ce moment, et plus de 75, bah voilà, c'est le nombre d'invités que l'on a accueillis en l'espace de à peu près une année, tout secteur confondu, du recruteur au technicien, et c'était assez sympa, et on va continuer comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui vous intéresse, parce qu'on va pas parler que de nous, on va parler un peu du parcours vers l'emploi. Et quand est-ce qu'il débute? Le parcours vers l'emploi, j'aime à dire qu'il commence avant même que vous ayez commencé votre formation. Alors quand je vais dire formation, ça concerne aussi bien les gens qui vont faire une formation de reconversion professionnelle que les gens qui vont passer par un BTS, une voie traditionnelle, BTS, licence et master. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est quand même mieux de savoir ce que l'on va faire à l'issue, plutôt que de voir une fois tout terminé et de se dire bon maintenant qu'est-ce que je fais. L'idée c'est quand même de bien prévoir les choses parce que vous n'êtes pas tout seul sur le marché, il faut se le dire, il y a énormément de monde et surtout au niveau des juniors, il y a énormément de monde et on parle de milliers de personnes, on parle pas de centaines, donc forcément il faut bien se préparer et savoir là où on veut aller. Donc ça passe aussi, comme le disait tout à l'heure Jonathan Graphicar, par le choix de votre premier langage et de votre première stack. J'irai un petit peu plus loin que lui tout à l'heure sur l'une des deux diapos à suivre. Si vous vous trompez et vous vous prenez à la dernière minute, que vous ne savez pas quel stack choisir, et en plus de ça, vous allez forcément à un moment donné peut-être avoir des lacunes techniques, parce que ça c'est normal, quand on apprend au début, tout n'est pas toujours fluide, donc ça ajoute, je dirais, à la problématique. Éventuellement un manque de motivation parce que à la base c'est peut-être pas votre passion ou alors ça l'est mais il y a des choses dans la vie qui font qu'à un moment donné on est un petit peu moins motivé et du coup on a un petit peu moins de peps. Et quand on fait le bouquet de tout ça, ça fait un beau feu d'artifice. Et le problème c'est que derrière c'est difficile de se relever si vous n'avez pas la force de caractère. Donc bien préparer son projet professionnel, c'est primordial. Alors l'évolution du marché. Il faut savoir qu'il y a une grosse évolution entre 2020 et 2021. 2020, c'était très peu de recrutement des juniors. On était à peine à 10% versus aujourd'hui à peu près 40, voire 50-60 si vous êtes doué. Pour quelle raison ? Les principales raisons, comme vous la connaissez tous, la première, c'est le Covid. Ça a fait énormément de mal au niveau économique. La seconde, c'est que les entreprises, elles n'étaient pas encore spécialement prêtes à accueillir des développeurs juniors dans leur effectif, soit psychologiquement, soit matériellement ou humainement parlant. On peut comprendre aussi qu'une entreprise, pour accueillir un junior et l'accompagner à évoluer, à progresser, elle a besoin aussi que ses effectifs de l'autre côté soient pleins pour justement créer un certain accompagnement, voire même un mentorat. Et puis, malheureusement, il existe, alors de moins en moins, mais ça existe encore, cette caricature du développeur sorti de bootcamp, où on ne peut pas être développeur en 5 mois, enfin bref, on entend tout un tas d'hilarités à ce sujet-là, où les gens ont tendance à un peu trop confondre Bac plus 5, master donc, et quelqu'un qui a fait un titre de niveau Bac plus 2 en bootcamp en 5 mois. Voilà, c'est bête, je sais pas pourquoi les gens comparent ces deux statuts-là, mais c'est comme comparer une Porsche et puis une Twingo. Moi, je suis plutôt d'avis de dire je préfère une Twingo, elle me coûtera moins cher à l'entretien, moins cher à l'achat, elle me permettra de faire tout ce que j'ai à faire de manière plus économique parce qu'elle consommera moins, j'ai besoin d'une voiture pour aller chercher du pain, je vais pas m'amuser à acheter une Porsche qui va me coûter les yeux de la tête. Et là, c'est exactement la même chose. Souvent, les entreprises, beaucoup d'entreprises veulent
le top du top pour régler un problème de ce niveau-là. Au lieu de prendre peut-être quelqu'un qui est à ce niveau-là, pour régler un problème peut-être un petit peu supérieur à lui, mais qui va arriver finalement à l'avoir. Aujourd'hui, heureusement, ça commence à changer et les choses sont en train d'évoluer. Ça rentre dans les mœurs. C'est un peu comme le remote. Et donc, si on parle de chiffres, eh ben, on s'aperçoit qu'entre 2020 et 2021, on est passé d'à peu près 10 000 annonces à 30 000 annonces, toute expérience confondue. Ça, c'est une relève que j'ai effectuée entre Welcome to the Jungle et Indeed, principalement parce que après, c'est très compliqué en fonction des différentes plateformes d'avoir exactement des chiffres parfaits. Et par exemple, pour le cas de Pôle emploi, pour ceux qui connaissent, c'est souvent du copier-coller venant de d'autres job boards, comme Indeed le fait un petit peu, malheureusement. Mais quand on épure un petit peu tout ça, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a à peu près 30 000 annonces, toutes stacks confondues et toutes expériences confondues. On est sur une amplitude de 10, qui est passée de 10 à 40% du nombre de postes auxquels les juniors peuvent candidater entre 2020 et 2021. Ce qui est quand même une belle marge de progression. Et ça va continuer. Ensuite, je vous ai mis une petite annonce, enfin une petite info comme ça, parce qu'on me pose souvent la question, à quel salaire je peux prétendre en tant que développeur quand je sors d'études. Je parle d'études Bac+2, bien entendu, je parle pas de master, mais même s'il va y avoir quand même très peu d'écart au départ, on va être sur des salaires moyens qui vont être aux alentours de 28 à 30K. Maintenant, il existe des annonces à moins, il existe des annonces à plus, bien entendu. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un salaire moyen. Ensuite, 23 000, c'est le nombre d'annonces que j'ai relevé moi-même sur Indeed, comme vous pouvez vous en apercevoir sur les petites photos un peu dégueulasses juste à côté, et notamment sur le langage PHP. Donc ça me fait un petit peu rire quand j'entends que PHP va mourir. Et ben on le voit tout de suite que PHP a plus d'annonces à lui tout seul que JS. Et puis donc forcément derrière on arrive avec JS avec 14 000 annonces, toutes stack, enfin toutes techno confondues de JS, que ça soit du React, du Vue, de l'Angular, du Node et j'en passe. Quand on cumule tous ces postes-là, on est sur à peu près 14 000 annonces, dont 7008 juste sur React. Et c'est pas 7008 CDI, c'est 7008 annonces. Donc dedans, il y a à peu près 3500 CDI pour avoir fait une relève il y a 2 semaines. Alors, quelles sont les attentes du marché local? Mais vous allez me dire, c'est quoi le marché local? Le marché local, c'est ce qu'il y a autour de vous. Parce que c'est bien gentil de choisir une stack, c'est bien gentil de vouloir être dans la hype d'un langage ou d'une techno, mais est-ce que ça recrute sur cette techno à côté de chez vous? Vous posez pas forcément toujours la question. Donc déjà, il y a 2 questions qu'il va falloir vous poser. La première, c'est est-ce que je suis mobile ou non? Si je le suis, alors dans ce cas-là, je vous dirais que vous avez le choix du roi, entre guillemets. Vous avez plus de facilité. Par contre, si vous ne l'êtes pas, et ce qui peut être tout à fait compréhensible, vous avez une maison, vous avez des enfants, vous avez une vie, quoi. Enfin, vous pouvez pas quitter le lieu où vous êtes. Il va falloir regarder ce qui se passe autour de vous. Et on peut s'apercevoir qu'entre Strasbourg et Lille, je peux vous assurer que la stack, c'est pas du tout la même. Strasbourg, on va plutôt être sur du Java C#, alors que sur Lille, on va être plutôt sur du JS. Donc, à un moment donné, il faut bien discerner un peu ce qui se passe autour de vous. Et il n'y a pas que des grosses villes en plus. Pour les gens qui habitent vraiment en pleine pampa comme moi, il faut vraiment s'intéresser à ce qui recrute chez vous. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer ou du moins d'avoir quelque chose à côté de chez vous, c'est compliqué. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il y a le télétravail. » Ouais, il y a le télétravail. Sauf que les postes en télétravail, c'est très difficile encore à trouver. Il y a énormément de monde qui postule dessus et du coup, moins de chance. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que quand vous commencez, ne commencez pas à faire les fines bouches. Essayez d'être le plus ouvert possible. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, plus aware. Donc, il va de soi que si vous prenez une stack comme Java ou Ruby, sur laquelle j'ai rigolé tout à l'heure dans le chat, et que ça recrute pas à côté de chez vous, c'est comme si vous commenciez une course et que vous attachez les 2 lacets de vos chaussures ensemble. Au mieux, vous allez devoir apprendre une nouvelle stack, mais vous allez encore perdre du temps à la sortie, donc pour arriver sur le marché de l'emploi. Comme le disait Jonathan tout à l'heure, c'est important de choisir une stack qui saura être la plus compatible avec vous et ce qui se passe autour de vous, parce que c'est quand même ça qui va vous permettre d'en vivre. Mais dans le pire des cas, vous allez vous décourager, baisser les bras. Si on prend littéralement la définition, vous casserez la gueule. Mais surtout, vous finirez par quitter le dev parce que vous aurez perdu totale motivation.
Donc la morale de l'histoire, c'est quoi? Bah, c'est mettez des chaussures à scratch. Non, je plaisante. La morale de l'histoire, c'est soyez vigilants, essayez de vous intéresser un petit peu à ce qui se passe chez vous avant de commencer quoi que ce soit. Alors ensuite, fin de formation, c'est quoi la suite? Alors la suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on la prévoit déjà avant, d'accord? L'idée, c'est de pas arriver en fin de formation et de commencer à vous dire, je vais me faire mon CV, je vais me faire mon portfolio, je vais bien remettre mon GitHub, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous allez vous retrouver avec une masse de choses qui vont arriver en même temps et qui vont devoir vous prendre pas mal de temps. Alors très intéressant ce que disait We of Devs. En effet, faites une stack qui vous plaît. C'est vrai. Faites une stack qui vous plaît, mais une stack qui va vous permettre surtout de pouvoir manger. Donc si vous valiez les deux, c'est encore mieux. Voilà, tout simplement. Après, vous êtes dans un début de carrière, comme le disait Jonathan, tout au long de votre carrière, vous allez de toute façon apprendre de nouveaux langages, évoluer, partir sur de nouvelles aventures. Donc, pas de panique. Voilà, c'est pas parce que vous commencez par exemple sur PHP au début de votre carrière et que c'est pas le langage qui vous plaît le plus, c'est pas grave. Rien ne vous empêche en même temps à côté d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur JS ou sur Python ou sur Java ou j'en passe et des meilleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dis-moi, Jamy, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait une fois la formation terminée? Eh ben moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'adopter la Quadriforce et pas Quadricolor pour les boomers comme moi qui reconnaîtront la petite vanne. La Quadriforce, c'est quoi? C'est d'avoir 4 éléments qui vont vous permettre de trouver un emploi de manière confortable. La première, c'est d'avoir un CV avec, s'il vous plaît, et par pitié, mettez une photo. Je sais pas c'est quoi cette lubie de plus vouloir mettre de photos sur les CV. Je sais que on va parler racisme, on va parler discrimination, etc. Mais excusez-moi, quand on s'appelle Mohamed, mettre une photo ou pas, je vois pas ce que ça va changer. Et auquel cas, moi, pour ma part, qu'on s'appelle Mohamed ou Frédéric, j'en ai strictement rien à taper. Ce qui m'intéresse, c'est la personne. Pourquoi la photo, elle est importante? Parce que j'ai envie de voir votre bouille. J'ai envie de voir comment vous souriez, comment vous êtes. Voilà, tout simplement, voir si vous êtes quelqu'un qui fait la tête ou quelqu'un qui est super jovial. Et ça donne envie. Donc, ne mettez pas de barrière. Je sais qu'aujourd'hui, pour en avoir discuté avec beaucoup de recruteurs, le fait de ne pas avoir de photos, c'est un frein. Parce que les gens se disent, il y a quelque chose à cacher et ils ont peur. Donc, voilà, allez-y comme vous êtes comme vous êtes et ouais, soyez fiers de vous. Concrètement, vous n'avez pas à vous cacher. Donc, quand vous allez aller au travail, vous n'allez pas mettre une cagoule pour vous cacher. Non, vous allez y aller naturellement. Là, c'est la même chose. La lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, voilà, venez comme vous êtes, mais je voulais pas faire de pub. La lettre de motivation, beaucoup disent, ouais, ça has been, c'est machin. Eh ben, figurez-vous que non. Moi, j'adore les lettres de motivation pour la bonne et simple raison, c'est qu'on apprend énormément de choses à travers une lettre de motivation. La première des choses qu'on va apprendre, c'est que si vous n'avez pas fait l'effort de cibler l'entreprise que vous auquel vous candidatez, on va s'apercevoir que vous avez fait un copier-coller. Et franchement, vous marquez pas des points avec ça. La deuxième, c'est quand c'est une lettre de motivation très originale, ça va nous permettre un peu de voir, je dirais, d'aller au-delà, d'aller voir un peu votre ressenti au moment où vous l'avez écrit. Moi, il est arrivé quand je lisais certaines lettres de motivation, vraiment totalement originales, rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir, j'avais l'impression de voir la personne sourire en même temps que ce qu'elle écrivait. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré cette personne-là en entretien, j'ai retrouvé exactement la même personne, exactement, voilà, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de souriant, de solaire. Ça, c'est quelque chose qui attire et qui parfois peut sauver un CV qui est un peu bancal. Il faut aussi savoir qu'il y a des entreprises qui malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment on peut le voir, mais qui attendent une lettre de motivation. Et si vous la donnez pas, vous allez frustrer le recruteur. Donc autant frustrer personne, parce que dans le meilleur des cas, votre lettre de motivation, elle est lue et appréciée. Dans le pire des cas, elle n'est pas lue, et au pire des cas, vous avez frustré personne. Mais vous, au moins, vous avez fait le travail. Au niveau de la lettre de motivation, je vous ai mis quelques petits rappels sur les choses que l'on met. On parle de votre identité, de votre adresse et celle de l'interlocuteur. Bien entendu, l'objet de la candidature. Vous allez faire un paragraphe où vous allez parler de l'entreprise, un paragraphe où vous allez présenter une expérience passée en lien avec le poste que vous visez, et ensuite vous allez faire un peu, voilà, ce que j'appelle le pan, c'est-à-dire vous allez un peu déballer la marchandise. Alors on parle bien de compétences, on va clôturer en invitant son interlocuteur à nous proposer un rendez-vous, tout simplement. Et l'idée, c'est quoi? C'est que derrière, en fait, vous laissez la porte ouverte et vous invitez, voilà, tout simplement à ce qu'on vous rencontre. En 2 bis,
Pourquoi en 2 bis? Parce qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. En fonction de comment vous allez candidater, on va utiliser un mail de contact. Si vous utilisez les job boards, je vous dirais inutile dans ce cas-là d'avoir un mail de contact. Mais au pire des cas, si vous le faites pas comme ça, eh ben vous avez quelque chose qui peut ressembler succinctement à une lettre de motivation, mais qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus succinct, qui va pas nécessiter des heures à quelqu'un à la lecture et qui va éventuellement attirer tout simplement et piquer la curiosité du recruteur en mettant veuillez cliquer sur ce lien, enfin un petit peu comme j'ai mis dans le modèle, vous allez piquer la curiosité de la personne. Ensuite, on va parler du portfolio. Beaucoup me disent, ouais, mais quand on a un GitHub, on n'a pas besoin de portfolio. Alors, grosse erreur. Il faut savoir que dans le monde du recrutement, 99% des recruteurs ne sont pas des techniciens. Et avant de voir un technicien, il va se passer peut-être 1 voire 2 étapes. Donc, autant mettre vos chances de vos côtés et dire, bah moi, je vais montrer déjà au moins ce que je sais faire, des projets fonctionnels, même s'il n'y en a qu'un seul, mais qu'il est costaud et que vous avez des choses à montrer et qu'il est fonctionnel. Bah, il y a du concret à montrer. C'est ça la problématique que vous avez souvent, c'est que souvent, vous n'avez rien à montrer. Donc, en fait, vous vous différenciez pas de vos camarades qui postulent aussi. Donc, en ayant un portfolio, ne serait-ce qu'avec un projet, mais un projet costaud qui marche, qui fonctionne, dont un visiteur lambda et non technique va pouvoir cliquer sur un lien, aller voir comment ça marche. Ah bah c'est beau, ah, bah, on peut faire ça, c'est cool. Bah ça va inviter le recruteur à vous dire bon bah bonjour, je voudrais vous rencontrer. Le GitHub, lui, il va être intéressant, mais à partir du moment où vous allez passer sur la partie technique, c'est-à-dire que vous allez rencontrer un interlocuteur, un lead, un CTO, etc., qui va dire, bah moi, je voudrais voir un peu ce que vous avez fait, techniquement parlant, et donc, bah lui, il va aller voir un peu, fouiller un peu dans votre GitHub. Alors l'idée du GitHub, faut pas que ça soit la brocante. Il faut que ça soit hyper propre, hyper carré, avec des dossiers bien clairs. Éviter d'avoir je dirais des projets avec des copier-coller de la mort qui tue dedans, d'avoir des bouts de code qui traînent, des bouts de commentaires à droite à gauche. Essayez de faire un truc carré de façon, encore une fois, à montrer votre professionnalisme. Tout simplement. Dernière chose, ça c'est un truc qui m'irrite au plus haut point, c'est le copiage, si on peut dire comme ça, un peu comme à l'école. Voilà, évitez de faire ce que votre voisin il a fait. Alors je sais que pour beaucoup, vous n'avez pas spécialement une formation en design, vous n'allez pas vous servir forcément d'InDesign, de Illustrator, de Photoshop ou je ne sais quoi, et vous allez aller souvent sur des Canva. Le problème, c'est qu'en ayant tous sur Canva et en prenant tous le même modèle, c'est que vous avez tous le même CV à la fin. Et ça, je peux vous le dire en connaissance de cause, c'est que toute la journée, sur mon fil LinkedIn, je vois les CV. La seule chose qui diffère, c'est la photo, la personne, bien entendu l'expérience et la couleur. Sinon, c'est exactement les mêmes CV qui défilent. Donc, essayez d'être un peu original. Cherchez un peu sur Internet. On en parlait tout à l'heure avec Pierre, les recherches sur Google. Et ben, c'est aussi bon pour ça. Vous allez sur Google, CV original ou avec d'autres types de mots-clés, vous allez voir des idées qui vont sortir. Et vous allez voir qu'il y a des trucs super sympas qui peuvent justement vous aider à aller plus loin. On fait quoi ensuite, chef ? Alors, le truc, c'est que si vous ne savez pas comment construire un CV ou un portfolio, eh ben, je vais vous expliquer un petit peu. Vous allez imaginer que vous êtes un peu un chef cuisinier. Vous proposez votre menu du jour dans lequel il y a entrée, plat, dessert, comme dans n'importe quel resto. Là, on va considérer que l'entrée, plat, dessert, c'est votre CV, votre lettre de motivation et un minima votre portfolio. Le problème, c'est comment et où je vends ça. Ben, j'irai même plus loin. Pourquoi les clients, donc là, pour le coup, les recruteurs, ils viendraient plus déguster votre plat du jour à vous plutôt que celui de votre voisin. Donc votre candidature à vous plutôt que celle de votre voisin. Et bien tout simplement en mettant en application des codes qui existent. Pour le coup, c'est pas un jeu de mots, c'est ce qu'on appelle le brand, donc le brand company, tout ce qui est marque entreprise par exemple, et qui vont être en lien avec la publicité, la communication. Grosso modo, le but c'est de parler de vous. C'est d'arriver à vous mettre vous en avant à travers différents éléments. Quand les gens ils vont manger chez Etchebest, ils y vont pour Etchebest. Même si son resto il s'appelle la Guinguette à Fifi, ils en ont strictement rien à taper, ils y vont pour Philippe Etchebest. Et ben là, ça doit être la même chose. Quand on voit votre candidature, on doit venir pour vous et non pas pour d'autres raisons. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on essaye de se créer une sorte de
d'identité visuelle, identité graphique, en utilisant des codes couleurs bien précis, en utilisant la même chose. Si vous avez un CV qui est, je ne sais pas, en bleu et blanc, eh ben votre portfolio il doit être en bleu et blanc. Sur votre LinkedIn, il doit y avoir des éléments qui le rappellent, par exemple. Vous n'allez pas vous amuser à mettre d'un côté du vert, de l'autre du rouge, l'autre là-bas du marron, etc. Sinon, c'est la foire d'Antoine, un vrai arc-en-ciel, et on va se dire, la personne, en fait, la première chose qu'on va se dire, c'est la personne, elle sait pas ce qu'elle veut. Ou alors, elle n'a pas confiance en elle, ou elle sait pas qui elle est. Donc ça, c'est renvoyer un mauvais, je dirais, un mauvais traitement de la chose. Ensuite, donc, on va essayer de se créer un truc. Alors, vous me la faites pas, la Bruno Vandelli, hein, vous me créez pas une 4e couleur primaire, hein. Vous essayez de rester sur des couleurs soft, basiques. Il existe tout un tas de roues chromatiques ou de roues des couleurs avec leur définition. Donc en gros, grosso modo, vous prenez l'attrait de caractère dont vous êtes le plus fier ou que vous voulez mettre en avant et vous allez voir en face ce que ça donne comme en définition de couleur. Et vous essayez, vous marier là-dessus. C'est-à-dire, si c'est du bleu, eh ben, vous partez sur un bleu bien spécifique. Et après, il existe des sites qui vous permettent de vous donner tout un tas de couleurs qui peuvent aller ensemble de façon à ne pas créer des crises d'épilepsie chez votre interlocuteur. Et bien entendu, on le répète sur les différents supports que l'on a. Ensuite, on a les réseaux sociaux, bien entendu. Les réseaux sociaux intéressants, c'est Twitter, LinkedIn, concrètement, Medium, même si c'est pas un réseau social, ça reste quand même un endroit où il faut au moins consulter quelques articles intéressants. Bien entendu, les Slack et les Discord, comme le nôtre, Diters, qui existent, qui sont très remplis de plein d'informations. YouTube, Twitch, enfin bref, voilà, c'est des mines d'or. Après, je vous donne 2-3 petits conseils sur les différents articles, parce que j'en vois de plus en plus, et surtout chez les développeurs juniors, où tout le monde veut un peu ramener sa science infuse. Et le problème, c'est que ça part dans tous les sens, et vous vous grillez en termes de crédibilité. Donc déjà, premièrement, en tant que junior, ne souhaitez pas donner des leçons plus expérimentées, voire ne plagiez pas ce que quelqu'un d'autre a fait. Ensuite, ne me faites pas des posts à la grosse hacking où vous vous prenez pour un super-héros tous les matins en croyant que vous avez sauvé la Terre. Ensuite, mentir à des buts, enfin des fins de vendre, clairement, faut éviter. Créer des billets, des trades, etc. Pour faire polémique et du bad buzz. Je vous le dis tout de suite, le bad buzz, ça a un court effet et ça n'aura que des effets négatifs sur le long terme. Racontez votre quotidien sous forme de routine journalière. Je vais être très clair, on s'en moque. De savoir que ce matin, vous vous êtes levé, vous avez mis des chaussettes vertes et puis que vous avez pressé votre orange à telle heure. Franchement, c'est pas intéressant. Et dernière chose, arrêtez d'aller harceler les CEO comme certains peuvent vous le conseiller, parce que concrètement, la seule chose que vous faites, c'est d'énerver la personne qui reçoit toutes ces demandes, parce qu'il dit que si vous êtes venu le voir, il y a peut-être quelqu'un d'autre ou de nombreuses personnes qui ont suivi, et à la fin, c'est une centaine de demandes par jour. En conclusion, vous avez tout un tas d'informations sur lesquelles vous pouvez postuler, que ce soit, comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, des job boards comme Welcome to the Jungle, Wheel of Devs, Indeed, Monster ou Adopt un Dev aussi. Vous avez différents Slack et Discord qui existent, des événements aussi pour l'emploi, les salons et les job dating, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, n'oubliez pas, ce qui va faire la différence, c'est votre motivation, votre engagement, votre sérieux. Pratiquez énormément parce que ça, c'est ça qui va faire que montrer du concret. Ensuite, votre créativité, votre originalité, le fait d'avoir un réseau bien construit et d'aller éventuellement faire appel à un mentor ou un coach. Votre force de caractère, essayez de toujours essayer de positiver, de souffler quand vous avez besoin, de ne pas rester la tête dans le guidon à coder H24, parce que sinon à la fin vous allez finir par baisser les bras, et ce qui compte aussi comme développeur, comme qualité, c'est l'abnégation, de ne pas s'arrêter face à un obstacle. Donc voilà, soyez bien entourés, demandez de l'aide s'il faut. Dans le Discord de la SynConf, et puis bien entendu il sera aussi disponible sur le Discord de Lighters. Alors on fait quoi quand on postule et pas de réponse ou encore des refus au bout on doute et on s'en lasse. Alors le truc c'est, tout dépend comment vous y prenez pour candidater. Souvent on me dit ouais, moi j'ai envoyé 100, 400, 500 candidatures. Je vous le dis tout de suite, ça, moi je trouve, et c'est mon avis, que c'est une bêtise. Pour moi, j'ai toujours appliqué ça et ça a toujours marché, c'est que je candidate maximum à 5 annonces en même temps, voire même avec l'expérience, je me mets que sur 2. Pourquoi ? La première chose, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui vous appelle, vous savez même plus qui c'est. Donc il va falloir que dans votre tête, vous fassiez tout de suite le lien avec l'annonce, qui est quasiment jamais le cas, puisque la personne elle est au téléphone et elle attend de vous un minimum de savoir qui elle est, et donc vous vous grillez d'entrée. La deuxième chose, c'est que du coup,
Je vous vois pas aller faire dans le détail, regarder un peu ce que l'entreprise fait, d'aller vous renseigner sur les réseaux sociaux, des articles, voir justement de pouvoir le sortir ça dans la lettre de motivation en disant j'ai vu votre article sur tel élément, je suis plutôt d'accord, ou si vous voulez pas vous positionner en disant que vous avez connu l'entreprise grâce à ça. Et si vous faites ça sur 100 entreprises, je vous explique pas le taf. Donc, essayez de relancer, mais s'il n'y a pas de réponse en face, c'est que l'entreprise n'est pas faite pour vous. Donc à un moment donné, il y a aussi le choix du type d'entreprise que vous voulez faire. Ça, c'est très important et ça, qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir le type d'entreprise que vous pouvez aller voir. Quelle bonne réflexion des choses, remarque très intelligente que certaines personnes n'ont pas forcément. Bravo, en tout cas pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors oui, garder un cahier, ça c'est bien pour les anciens comme moi. J'aime bien griffonner. Maintenant, après, il existe tout un tas d'outils. Vous pouvez utiliser un Trello, vous pouvez utiliser un Google Sheet, enfin tout un tas de choses pour justement vous mettre des rappels en place en disant j'ai candidaté à telle date, j'ai relancé à telle date. Soyez organisés, concrètement.